Canal Show, vous écoutez l'épisode 52 avec Abiola Obaorin. Y a-t-il une chose que vous avez toujours rêvé de faire, mais que vous n'avez jamais osé réaliser ? Moi, j'ai toujours souhaité créer mon propre talk show et en faire un programme inspirant avec des informations utiles qui peuvent améliorer la vie des gens. Une émission de qualité avec des invités de tous horizons qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias traditionnels, mais qui ont quelque chose de spécial à nous apporter. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique qui ont vraiment travaillé dur pour concrétiser leurs projets et qui ne sont pas là pour nous vendre du rêve, mais plutôt nous enseigner ce qu'ils ont appris sur le chemin qui les ont menés à leur propre réussite. Ce n'est pas un simple podcast, c'est une école alternative pour toutes celles et ceux qui veulent continuer à apprendre semaine après semaine et se donner les moyens d'avancer. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'un entrepreneur au parcours atypique qui a réussi à allier sa passion pour l'écriture avec sa volonté de partager sa vision de l'universalité. Abiola Obaorin est fondateur et rédacteur en chef du magazine Argo. Il envisageait d'abord une carrière d'avocat, puis s'est tourné rapidement vers le monde des médias avec un regard complètement neuf, sans avoir fait d'école de journalisme, mais en étant simplement inspiré par ses rencontres et son expérience à l'étranger. Vous allez découvrir comment il a réussi à faire d'Argo un magazine référence qui a de l'impact dans la sphère médiatique. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam qui sélectionne chaque semaine une conférence pour en extraire les meilleurs enseignements qui vont nous aider à améliorer notre vie au quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les 3 conseils à retenir de mon entretien avec Abiola Obaorin. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Salwa qui nous dit « Excellent !» Rendez-vous hebdomadaire toujours attendu, quand je vois le Manal Show dans ma boîte mail, je sais que je vais savourer. L'entretien avec Mohamed Koussa était super, merci. Merci à toi Salwa, merci infiniment pour ce message et pour les 5 étoiles que tu as mis sur Apple Podcast. Sache que désormais, quand je rédigerai la newsletter du lundi, je penserai à toi. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que tout le monde peut s'inscrire gratuitement pour recevoir les contenus exclusifs que je partage uniquement avec les abonnés. Pour ça, il suffit d'aller sur le site lemanalshow.com. Et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous maintenant sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas de talent particulier tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas dans les médias des modèles qui leur ressemblent. Et c'est pour répondre à cette problématique qu'il a créé le premier média consacré à l'économie des quartiers populaires, le magazine Argo. Son objectif ? Mettre en lumière des modèles de réussite pour présenter non pas la diversité, mais l'universalité. Un projet ambitieux qui remet en cause le déterminisme social et casse les préjugés trop souvent ancrés dans notre société actuelle. Cofondateur et rédacteur en chef, il est également entrepreneur et gère une agence de conseil spécialisée en création de contenu et événementiel. Son parcours est riche en rencontres et en expériences. Il a fait preuve d'audace et de volonté pour apporter un souffle nouveau dans les médias et il est convaincu que sans moyens ni réseau, on peut aussi faire des choses extraordinaires. Abiola Obaorin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, Abiola, pourquoi ? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Ça, c'est une bonne question. C'est une question que je pose souvent aux gens, mais je ne me la pose pas vraiment à moi-même. Tout simplement l'envie de faire, l'envie de créer. C'est vrai que c'est une question qui, au quotidien, relève plutôt de la to-do list, mais d'une manière globale, c'est juste l'idée d'avancer et de faire ce que j'ai pas pu faire la veille. Voilà, c'est ça essentiellement. Être actif, de faire des choses. Être actif, faire des choses, et la terre tourne, donc je me dois de tourner. Vous avez grandi en région parisienne et vous avez fait des études de droit à la fac de Créteil. Comment s'est passé votre parcours scolaire ? Alors, j'ai grandi en effet entre Argenteuil, Évry et Savigny-le-Temple. J'ai passé plus clair de mon enfance à Évry. Alors moi, j'étais un élève, on va dire, plutôt fainéant. J'adorais apprendre. Mon père est un ancien prof, donc c'était beaucoup de
tu rentres à la maison, tu fais les devoirs en plus. Il y avait une certaine pression quand même. Il y avait une grosse pression. Et je pense que cette pression, en fait, à un moment, j'ai dû m'y accommoder. Et je savais très bien qu'en rentrant, j'allais prendre double dose de devoirs. Donc, j'en faisais le moins possible à l'école. Parce que je savais très bien que ça allait être fait à la maison. Mais dans l'ensemble, j'adorais vraiment l'école, mais j'en faisais le moins possible. Je gérais mes efforts. Quand on parle de réussite à l'école, on pense surtout à avoir de bonnes notes. Vous étiez quel genre d'élève? Est-ce que vous étiez plutôt au premier rang ou au fond de la classe? Alors moi, j'étais un élève moyen sur tous les plans. C'est-à-dire que j'étais même au milieu de la classe. C'est-à-dire que j'avais pas je voulais pas être devant parce que c'était trop visible et je voulais pas être derrière parce que je voulais pas passer pour un cancre. Mais voilà, c'était vraiment moyen. Vous faisiez le strict minimum. Ouais, enfin, un peu plus, quoi. C'était, comme on dit, 10 sur 20, juste de quoi ne pas mourir, quoi. C'était vraiment ça mon Ouais, c'est ça, but, le strict minimum, le strict finalement. minimum, voilà. Et vous vous êtes spécialisé en droit, vous avez suivi des études de droit. C'était quoi pour vous le projet de départ? Alors, le projet de départ, comme je pense 150% des étudiants en droit, c'est de devenir avocat jusqu'au premier trimestre. Ouais. Et après, tu vois tes notes au premier semestre et tu te dis, bon, ça va être plus compliqué. Et non, le but, c'était juste de décrocher une licence et de voir où je pouvais aller après. Et il se trouve que durant mes études secondaires, j'ai fait des rencontres qui m'ont convaincu que je ne deviendrais pas avocat. Et, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'avais découvert entre-temps l'univers des marques, l'univers de la presse. Moi, je me destinais à un parcours juridique, mais c'était plus, on va dire, dans la propriété intellectuelle. D'accord. Donc, voilà, je me suis dit qu'à un moment, il n'y aurait pas la robe, mais il y avait peut-être d'autres moyens de bosser un peu dans cet univers. Et vous aviez réfléchi, pensé au métier d'avocat pour le salaire ou pour le symbole que ça représentait? Non, tout simplement pour le symbole, essentiellement pour, on va dire, cette dimension défense des idées, défense des valeurs, défense des personnes, des intérêts. Et c'est un peu aussi ce qui m'a jeté aujourd'hui, à l'époque, dans le monde des marques. Les marques étaient là pour défendre des valeurs, les transmettre et avaient besoin de gens pour les véhiculer. Donc moi, je trouvais que c'était un truc qui était un peu sympa. Donc c'est pour ça que je me suis jeté dedans après mes études, quoi. Donc vous avez fait 3 ans, une licence, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris durant ces années en fac de droit? Ce que j'ai appris, c'est peut-être la rigueur et la méthodologie. Ça veut dire que moi, j'aimais le français, j'aimais l'histoire, donc j'adorais écrire. Et je pense que ce que j'ai gardé du droit et d'après, c'est le fait de devoir bien écrire, d'écrire avec rigueur et d'écrire pour être lu et compris surtout. Alors comment on passe d'études de droit pour devenir avocat à un média comme le magazine Argo? Alors là, c'est, on va dire, les montagnes russes. C'est qu'il y a eu pas mal de, on va pas dire de péripéties, mais de virages qui pour moi n'étaient pas prévus. Mais du coup, j'étais content de les prendre. Notamment, je suis parti faire quelques temps à Londres. Vous êtes resté combien de temps à Londres? Un an, plus d'un an. Un an. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Alors, j'ai rencontré des gens. Et surtout, en fait, j'ai pu travailler un peu dans le monde de la relation presse. Ouais. Donc, je ne vais pas citer la maison ici, mais c'était une maison qui était assez intéressante au niveau des publications, de l'édition, de la relation presse. D'accord. Et du coup, je trouvais ça sympa. C'est là où j'ai appréhendé un peu le monde des médias, le monde des marques. C'est comme ça que vous avez découvert l'univers des médias. C'est comme ça que je l'ai appréhendé en tout cas. Je suis revenu, j'avais appréhendé l'univers des marques à Londres, j'avais vraiment apprécié tout ce qui était vraiment cette transmission de valeur, cette construction le branding en fait en soi, qui au final est un peu, tu crées une identité, tu lui donnes vie. En plus avec une vision anglo-saxonne. Donc c'est encore plus passionnant. Une vision anglo-saxonne et surtout un pragmatisme qui moi, en tout cas, me laissait juste admiratif. T'arrivais à Londres à l'époque, à Paris ça se faisait pas, mais tu rentrais à H&M, tu voyais une nana voilée derrière la caisse, tu te dis mais c'est ouf. En fait un truc qui est censé être juste banal, tu te dis mais c'est pas possible. Ici ça leur pose pas de problème en fait, tu vois, alors qu'en France c'était à l'époque déjà toute une histoire. Dès qu'une nana rentrait à la fac avec son voile. Et surtout à l'époque en plus, ça faisait beaucoup polémique. C'était des sujets qu'on voyait beaucoup dans les médias justement. C'était un sujet très compliqué. Dans la mentalité anglo-saxonne, on vous prend pour vos compétences et non pas pour ce que vous êtes, votre apparence, quoi. Et ça c'est vraiment un truc qui m'a séduit. Ouais. Donc on va dire que si j'ai vraiment en fait
appris quelque chose là-bas, c'est le pragmatisme, vraiment. Alors le 21 décembre 2016, vous lancez votre magazine Argo, qui est le premier média consacré à l'économie des quartiers populaires. Pourquoi avoir choisi cet angle? Pourquoi vouloir parler des quartiers populaires? Est-ce qu'il y a un lien direct avec votre propre expérience personnelle? Clairement, ça veut dire qu'avant de lancer Argo, j'étais passé par Bondy Blog. Oui. J'avais fait un an et demi au Bondy Blog. Et là, en fait, ça se relie un peu à mon ancienne expérience dans la communication où, au final, on avait des briefs, on gérait des budgets, où je me posais beaucoup de questions sur le sens de ce que je faisais. Bon, ça fait un peu gnangnan de le dire comme ça, mais pour moi, c'était quelque chose qui... non, c'est très important de se poser la question, en effet. Ouais. C'est quelque chose qui me parlait, en fait, qui était primordial. Recevoir des briefs et au final, ne pas mettre autre réflexion que celle de vendre, je trouvais que c'était un peu limite. Et j'en ai parlé à un pote à moi, un pote d'enfance qui bossait à Libé à l'époque. Et il m'a parlé de Nordine Nabili du Bondy Blog. Donc Nordine qui était l'ancien directeur de la structure. Et j'ai mis les pieds là-bas et franchement, je trouvais ça vraiment cool. Alors chez Argo, vous n'avez pas vocation à promouvoir la diversité, mais plutôt l'universalité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'universalité ? Alors l'universalité, c'est tout simplement cette idée, encore une fois, le pragmatisme. Que tu sois noir, rouge, vert, orange, qu'est-ce que tu sais faire ? Comment tu le fais? Est-ce que tu peux nous apporter quelque chose, indépendamment de ta couleur de peau, indépendamment de ton origine sociale ou, voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et ça, c'est l'universalisme, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le mot diversité, j'ai tendance à le refuter, même si c'est le mot générique, parce que au final, c'est juste en fait recréer une case, et dans diversité, tu as les Noirs et les Arabes principalement. Et en vrai, juste recréer une autre case à part, pour moi, je pense que ça n'a pas de sens, en fait. Vous dites aussi que ce qui vous intéresse, c'est, je cite, la dent de travers. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, la dent de travers ? C'est une image, c'est vraiment une image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est, on est 7 milliards d'êtres humains, et ce qui nous rend unique, c'est nos défauts, au final. Bon, je sais que ça fait très mythique comme ça, mais moi, ce qui va me marquer chez quelqu'un, c'est pas le fait qu'elle soit blonde aux yeux bleus, ou qu'elle soit blonde aux yeux bleus, c'est vraiment, en fait, si à un moment, elle a une chicote de travers, et c'est ça qui va me marquer. Et pour moi, c'est les petits défauts qui font charme, parce que, encore une fois, c'est très cliché. La singularité des personnes. La singularité fait le charme. Pour moi, c'est comme ça que je retiens les gens, que je me rappelle des gens, et c'est le meilleur truc qu'on a apporté, en fait, encore une fois, sur... C'est clair, c'est une super belle vision, je trouve, et ça permet vraiment de décomplexer beaucoup de personnes aussi, j'imagine. Donc en fait, ce que vous souhaitez, vous, c'est mettre en lumière les talents. C'est ça l'objectif que vous fixez, les différents talents. Alors, ouais, les talents, même si je trouve que le mot est un peu galvaudé, mais oui, carrément, ouais, les talents. Pourquoi vous trouvez que c'est galvaudé ? Qu'est-ce qui vous irait le mieux, par exemple ? Aujourd'hui, on parle beaucoup de talents, en fait. Mais la définition acquise du beau talent, c'est quelque chose de particulier... forcément d'extraordinaire. On s'attend à quelque chose d'extraordinaire, voilà. Oui, c'est ça. Alors que ton talent, ça peut tout simplement être ton plus gros défaut, en fait. Ouais. Tu vois. Donc, je sais pas, tu peux être quelqu'un d'un moment d'obstiné et de très têtu, et ça peut se convertir en persévérance dans une autre situation, quoi. Alors les talents, c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas uniquement être un virtuose aux échecs ou dribbler comme Zidane ou Mbappé, hein, n'est-ce pas ? La définition du mot talent, c'est quelque chose qu'on fait naturellement sans effort. Et si on se pose 5 minutes, eh ben, on se rend vite compte en fait que finalement on a tous un talent, quelque chose qu'on peut révéler et valoriser. Vous, Abiola, est-ce que vous avez réussi à identifier votre talent ? À proprement dit, non. Pas encore. Pas encore. Et c'est vrai que je me sentirais vraiment frustré de le découvrir un jour si je tentais que j'en ai un. Pourquoi ? Pour vous, ça serait la fin de quelque chose ? Bah ouais, ce serait une boucle en fait. J'écris parce que j'aime écrire. Et je continue à écrire parce que j'estime que j'écris pas assez bien. Donc le moment où j'aurai la satisfaction de bien écrire, bah, je pense que là, j'aurai atteint une boucle et j'irai faire autre chose. Donc l'idée, en fait, pour vous, c'est de ne surtout pas découvrir votre talent. Non, enfin, dit comme ça fait comme si c'était une démarche active. En fait, moi, je ne me pose pas de questions. Je continue à faire une chose parce que j'estime que je ne la fais pas assez bien. Ou je monte quelque chose, je crée quelque chose parce que j'estime qu'il y a un problème ou j'identifie un problème. Ouais, il n'y a pas de finalité en soi. Voilà, c'est plus en fait sur le cheminement, sur le moyen. Et devenir meilleur dans un domaine. Voilà, en fait, tu as des défis, tu as des challenges et tu essayes de les relever. Et une fois que tu l'as relevé, tu passes à autre chose. Sinon, en vrai, tu
tu t'endors sur tes lauriers, quoi. Moi, je suis allée chercher la définition du mot argot dans le dictionnaire. Ouais. Et voici ce qu'on trouve dans le Larousse. Ensemble des mots particuliers qu'adopte un groupe social vivant replié sur lui-même et qui veut se distinguer ou se protéger du reste de la société. Grandes écoles, prisons, etc. Etc. Alors vous, avec le travail que vous faites chez Argot, est-ce que vous cherchez plutôt à vous distinguer ou à vous protéger ? C'est vrai que, typiquement, quand vous arrivez dans une classe, vous êtes nouveau dans une école, ou quand vous arrivez, je sais pas moi, en colonie, dans un milieu que vous ne connaissez pas, vous commencez par appréhender ce milieu en cherchant vos semblables. Et le fait de trouver vos semblables, ça vous permet de vous sentir de gagner confiance en vous et après de vous ouvrir vers le reste. Et l'idée du mot argot, c'est de se dire, voilà, à un moment, il y a un nombre incalculable de mecs et de nanas qui ont des talents, et là je reviens sur le mot talent volontairement, des talents bien précis, dans des domaines bien précis. Il y a vraiment un truc qui peut peut-être les unir, c'est leur origine sociale ou leur origine géographique. Et là, en l'occurrence, la démarcation, c'était les quartiers populaires, que ce soit les périphéries urbaines des grandes villes ou les quartiers populaires des grandes villes. Et c'était plus, on va dire, un cri de ralliement. Voilà, l'argot, c'est l'argot qui est le sous-langage qui est parlé dans les quartiers. T'as aussi l'argot des beaux quartiers, mais c'était plus se dire que à un moment on a quand même des points communs. C'est dans cette universalité que vous prenez, arriver à chercher des points communs pour créer des connexions en fait avec les personnes. Exactement. Ouais. C'est ça. Vraiment, Mais c'est vrai ce que vous dites. Hein. Même nous, en tant que Français, j'imagine que vous aussi, Abiola, quand Bien vous sûr. étiez à Londres, on cherche parfois à se rapprocher un peu plus de Français qu'on peut voir à l'étranger pour essayer de trouver des points communs, quelque chose qui nous lie et on se sent plus en sécurité, plus en confiance. C'est humain, ouais. C'est vraiment humain. On cherche des gens qui nous ressemblent. Voilà. En parallèle du magazine, vous avez créé une agence spécialisée en consulting, création de contenu et événementiel. Comment vous faites le lien entre votre magazine et votre agence de conseil ? Est-ce que vous utilisez Argot comme un moyen de communiquer autour de votre service ? En fait, Argot, c'est un peu la chapelle. Vous avez le magazine et le studio qui fonctionne comme une agence de communication. Donc le magazine, c'est une éditoriale qui est bien définie, qui est l'économie des quartiers populaires. Et à côté de ça, notre modèle économique repose sur le studio. D'accord. Mais c'est un peu, on va dire, les deux faces d'une même pièce. Donc si j'ai bien compris, Ouais. le studio finance le magazine. Oui, essentiellement. On n'a pas fait appel à une aide publique, quelle qu'elle soit. Donc on se rémunère par notre travail, en fait. Ça nous permet aussi de garder une certaine indépendance. Une certaine liberté, Bien j'imagine. En tant que journaliste, vous avez rencontré des personnes issues d'horizons très différents, comme le président de la République, le chef étoilé Thierry Marx, mais aussi le gérant d'une pizzeria de quartier ou encore un vendeur de fleurs ambulant. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces rencontres ? Est-ce que vous avez constaté des points communs entre ces différents parcours ? Alors oui, carrément, c'est que le point commun, c'est le combat. C'est-à-dire qu'on se lève le matin pour tenter de convaincre les Français à voter pour soi et devenir président de la République, c'est un combat. Avoir la possibilité de trouver des clients en nombre suffisant pour que sa pizzeria tienne et ne ferme pas, c'est un combat aussi. Vendre ses roses tous les soirs dans des restaurants, c'est un combat. Thierry Marx, il a ses combats, il a une multitude de combats. Donc encore Finalement, une fois, on a tous chacun à notre niveau notre propre combat. Vraiment, c'est l'universalité du combat en fait. On a tous un combat, que ce soit Emmanuel Macron ou Bakary Kébé ou Thierry Marx. Pour moi, c'est vraiment leur combat qui m'intéresse, au-delà de leur personne ou de leur statut. Et je le disais, vous avez rencontré beaucoup de personnes d'horizons différents. Ouais. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui vous a marqué ? Alors, je rêvais que ces personnes, mais je pense qu'il le sait. J'ai rencontré Lajli, qui est du coup le compère de JR. Ouais, voilà. Ouais. Réalisateur, photographe et tout. Et je pense que, je vais parler de manière chronologique, c'est une des premières personnes à m'avoir marqué, dans la mesure où la seule personne dont j'avais le poster quand j'étais ado, c'était son poster à lui. Son affiche 365 jours à Clichy, où il tient une caméra comme une arme. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, j'habitais à Évry, dans un quartier populaire, et j'avais très peu de représentation réaliste de la vie des quartiers. Et le mec arrive avec un super reportage en noir et blanc, où il te raconte la vie des quartiers, et il te rend presque cool. Et là, ça fait un déclic. Juste pour rappel, pour les personnes qui nous écoutent, c'est le réalisateur du documentaire 360 jours à Clichy-Montfermeil, qui a été réalisé suite aux émeutes de 2005.
C'est exactement ça. Et je pense qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, il a contribué, lui et JR, ou ce que font maintenant les mecs d'Iconoclast, Courtrage, mais tous ces gens-là qui ont travaillé sur l'image des classes populaires, des cultures populaires, des coins populaires, ont contribué, on va dire, à faire ce que je suis aujourd'hui et ce qu'est Argo. C'est-à-dire que la devise d'Argo, c'est vraiment réussir à faire un gâteau avec des miettes et partir du principe que rien ne doit être un sujet de complexe. Et ça fait peut-être un peu darwiniste comme ça, mais on a tous des défauts qui se traduisent en termes d'avantages ou d'inconvénients selon l'environnement dans lequel on se trouve. En tout cas, j'aime bien cette image, faire des gâteaux avec des miettes. Ouais, donc c'est parce que je suis gourmand, accessoirement. C'est pour ça, d'accord. Je pense qu'on est tous un peu gourmands de toute façon. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a inspiré dans votre parcours? Parce que là, on a parlé d'une personne qui vous a marqué. Est-ce qu'il y en a une qui vous a inspiré dans ce que vous faites aujourd'hui? Ça part du prof d'SES en seconde, à Fanny aujourd'hui, à mon père. En fait, moi, je suis un enfant, en fait. Je regarde les gens avec des grands yeux. Après, dans mon domaine, il y a des gens qui, pour moi, sont des modèles de réussite, hein. Plus, on va dire, plus au States. Des gens comme Oprah Winfrey, qui sont des personnalités des médias et qui, avec 2-3 bouts de ficelle, ont réussi à créer une légende. C'est quoi pour vous la réussite? La réussite, c'est trouver son équilibre, je pense. Ouais. La réussite, c'est trouver son équilibre. Trouver son équilibre. Parce que c'est vrai qu'on nous a longtemps répété qu'il fallait faire de brillantes études pour réussir dans la vie, que le diplôme, c'est quelque chose d'incontournable pour espérer construire une belle carrière, alors qu'aujourd'hui, le monde a beaucoup changé, hein, les choses évoluent, et la réussite scolaire ne garantit plus une vie professionnelle épanouissante. Et dans les années à venir, on va donner de plus en plus d'importance à ce qu'on appelle les soft skills, les savoir-être, et beaucoup moins aux études ou aux diplômes comme c'était le cas auparavant. Bien sûr. Quelque part, est-ce qu'on peut dire que c'est la revanche des derniers de la classe? Je le dirais pas comme ça, je pense que c'est juste une évolution en fait. Aujourd'hui, avec le monde d'internet et tout, les choses deviennent de plus en plus pragmatiques. On peut apprendre à coder sur le net, on peut apprendre... on peut tout apprendre. On peut tout apprendre au final. Donc ce qui nous permet en fait d'apprendre et de développer des compétences dans un temps assez court. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de barrière en fait au savoir. Vraiment, on va rentrer dans une économie du savoir, une économie du soft skill, comme vous le dites. Et l'idée, c'est encore une fois de se dire que les mentalités évoluent. Demain, un bac plus 5 ou un bac plus 8 ou un bac moins, ce que vous voulez, ce sera plus vraiment la première chose qu'on va regarder, mais plus ce que la personne sait faire. Ça va rester dans les mentalités, hein. Pour moi, c'est pas Disney, hein. Mais l'indicateur sera un indicateur qui perdra de oui, c'est ça, ce sera un indicateur différent. Ouais, et quand je dis les derniers de la classe, moi je fais référence à toutes ces personnes qu'on avait tendance à mettre de côté, notamment à l'école, hein. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces personnes-là, elles ont des capacités très utiles qui peuvent servir aujourd'hui. Elles ont des talents et c'est ces personnes justement qu'on a envie de mettre en avant. Oui, clairement, ouais. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers, c'est ça. Les derniers seront les premiers? C'est ça, ouais, je pense, le dicton. Alors vous, Abiola, vous n'avez pas fait d'école de journalisme et pourtant, vous avez choisi de créer votre propre média. Aujourd'hui, vous décidez de la ligne éditoriale, vous écrivez vous-même certains articles, vous interviewez des personnalités, vous managez même une équipe. On peut dire que vous accomplissez toutes les missions qu'on retrouve dans une rédaction classique. Comment vous avez appris à faire tout ça? J'avais déjà un avantage non négligeable, c'est que j'aimais écrire, ce qui n'est pas inutile quand on fait de la journalisme, quand on est rédacteur. Et aujourd'hui, moi, je ne me considère pas comme un journaliste à proprement dit. C'est juste que des fois, il faut remplir des formulaires et dans les formulaires, il y a des cases, donc je suis journaliste. Mais aujourd'hui, je suis régulièrement accrédité à l'Élysée. Donc, quand tu arrives là-bas, on ne te demande pas, il a fait une école de journaliste ou pas, de journalisme ou pas. Tu es là-bas, en fait. C'est pareil dans certains milieux. Quand je pars en interview, on ne me demande pas si j'ai fait une école de journalisme ou pas. C'est les gens qui font des écoles de journalisme, c'est une force pour eux parce qu'ils acquièrent là-bas de la méthode et de la rigueur. Mais je pense que la flamme, tu l'apprends pas à l'école de journalisme en fait. Non, donc c'est peut-être le schéma est peut-être inversé, c'est que certes il te faut de la rigueur, de la technique,
mais il faut aussi cette flamme journalistique, on va dire, cette vocation. Donc moi, j'ai peut-être pris à l'envers, c'est-à-dire que j'avais cette flamme et après, j'ai appris la rigueur et la technique du métier de journaliste. Et je pense aussi qu'on peut apprendre la rigueur et la technique différemment. Je sais que moi-même, par exemple, j'ai choisi de ne pas faire d'école de journalisme alors que j'en avais l'opportunité, parce que je ne voulais pas rentrer dans un moule. Je connais bien cet univers, l'univers des médias, et j'ai l'impression que on a cette volonté de toujours dire la même chose, montrer les mêmes têtes, vraiment toujours traiter l'information sous le même angle. Et c'est quelque chose qui me gêne profondément. Et on nous donne l'illusion d'une certaine liberté, mais en vérité, il y a un espèce de formatage des modes de pensée des médias. Bien sûr, c'est une réalité. Donc le fait de ne pas faire d'école de journalisme, vous, en quelque sorte, ça vous a permis aussi de garder votre liberté d'expression et votre authenticité dans vos écrits. Alors, c'est vrai que les journalistes sont très susceptibles. J'ai essayé de ne pas les froisser. C'est vos parce que collègues j'ai pas mal de collègues qui sont aujourd'hui dans des grosses rédacs et tout. Je vous rejoins sur ce constat à 100%. Maintenant, c'est vrai que voilà, y a pas mal de journalistes qui se plaignent du fait qu'il y a des gens qui s'improvisent journalistes ou qu'il y a des blogueurs qui sont assimilés journalistes et tout. Mais le résultat, encore une fois, on parle de la finalité. Si le contenu, si le sujet abordé l'est en respectant toutes les règles d'intégrité, donc le respect de l'information, le respect des sources, il n'y a pas de raison que ces gens-là ne soient pas considérés comme des journalistes à part entière ou en tout cas comme des professionnels de l'information. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est la différence, elle est là. Et tout est amené à évoluer, en fait. Vous vous intéressez particulièrement à 3 thématiques, l'économie, le numérique et l'entrepreneuriat. Et en parlant d'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'il faut obligatoirement sortir d'une école de commerce pour créer une entreprise, ce qui est totalement faux. En revanche, on ne peut pas nier le fait que l'école de commerce donne l'accès à un réseau qui est important. Et je pense d'ailleurs qu'on néglige souvent cet aspect. Il faut savoir cultiver son réseau. Comment vous faites à Biola, comment vous avez fait pour créer votre propre réseau ? Moi, en termes de réseau, vraiment, j'ai pas vraiment cherché à réseauter, que c'est quelque chose que j'aime pas faire parce que j'aime bien la sincérité des relations. Mais on peut être sincère même en réseautant, non ? Bien sûr, non, oui, bien sûr, absolument, oui. Je ne veux pas dire que le fait de réseauter n'était pas sincère, mais moi, c'est quelque chose qui me gêne, en fait. Me dire que je vais quelqu'un parce que j'ai dans l'idée de réseauter avec lui. Non, c'est vraiment le petit réseau que j'ai constitué, ça, on va dire que c'est un peu par la force des choses. Vous avez un beau réseau aujourd'hui. Il y a pire, on va dire, mais c'est pas... Vous êtes assez humble quand même. Comment vous avez réussi à le créer ? Est-ce que c'est juste un concours de circonstances, des rencontres comme ça que vous avez fait par hasard ? Mais en fait, le réseau, il se fait vraiment de manière informelle. Vous suivez une campagne politique, forcément, vous allez avoir des contacts avec des gens, développer des relations avec les gens que vous suivez. Vous faites un interview, vous créez des relations. Parce qu'avant d'être journaliste à sujet ou d'être fournisseur à client, vous êtes ces 2 êtres humains qui se parlent, donc ils nouent des liens. Et le simple fait, en fait de conserver ces liens de manière sincère, ça permet de constituer un réseau. 1 + 1 est égal à 2, plus égal à 3. Mais je pense que voilà, c'est la somme des rencontres qui fait le réseau. C'est vraiment ça, vraiment. Et la somme des rencontres qu'on fait tous les jours. Moi, aujourd'hui, la boulangère qui vend un super pain en bas de chez moi, elle est... elle fait partie de votre réseau. C'est mon carnet d'adresse, quoi. C'est mon réseau. Et, c'est ça. J'aime bien cet état d'esprit, cette vision. Et c'est vrai que moi, il n'y avait rien de péjoratif dans ma question sur le réseau. Bien sûr. En fait, je pense que le réseau, on peut le construire avec des valeurs et avec une éthique. C'est pas incompatible. Et je suis persuadée d'ailleurs que le meilleur réseau se construit de cette façon-là. Simplement, il ne faut pas oublier le fait que c'est important d'en créer un et aussi de l'entretenir, parce que ça aide énormément finalement dans son business, dans son parcours personnel et professionnel. Et c'est en ça que je voulais vraiment avoir votre avis là-dessus. C'est indéniable. Franchement, ça sert, ça fait gagner du temps. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Ça permet de voir les choses qu'on n'aurait pas vues en temps normal. Aussi, oui. Ça ouvre les yeux, ça ouvre les portes. Franchement, c'est quelque chose, c'est indéniable. Je rejoins vraiment à 100% le réseau des capitales. Après, moi, là où je voudrais préciser, c'est que le réseau, il se fait de manière informelle, en fait.
sortir pour réseauter. Par exemple, moi, je sais que j'aime pas les after-work. Moi non plus. Tout, Et je pense que pour avoir un bon réseau est fait dans l'échange, dans la Bien communication et l'échange. Sincère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, simplement être... attendre des choses de quelqu'un sans pour autant donner. Il faut savoir donner avant de recevoir. Bien sûr, bien Et sûr. si on est dans cet échange-là, la relation, elle est saine. Et là, Bien sûr. on construit un réseau vraiment utile, fiable, Bien sûr. et même un réseau qui peut nous servir toute notre vie. Donc c'est en ça où je disais que vraiment c'est important d'avoir cette idée en tête et puis de construire son réseau avec des valeurs, avec une éthique, avec une authenticité et avec cette démarche vraiment de donner avant de recevoir. Bien sûr, bien sûr. C'est, voilà, comme vous le dites, la sincérité et le fait de donner sans rien attendre. Et même, paradoxalement, le fait de recevoir sans oublier que faut redonner, faut redistribuer, que ce soit cette Exactement. personne-là ou que ce soit une autre personne, vraiment une autre personne à l'extérieur. Moi, je sais que mes parents sont immigrés et ils sont arrivés en France au début des années 80 et leur installation s'est faite essentiellement par de l'aide, en fait. C'est un réseau d'entraide Exactement. et ce réseau se développe et il devient bénéfique dans la mesure où il peut s'ouvrir à d'autres choses. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone du président de la République ? On a pu échanger par le passé. Je dis ça parce que j'ai vu une interview en fait, que vous avez faite Emmanuel Macron. Ouais. Comment on prépare une interview avec un candidat à la présidentielle ? Alors on le prépare comme si on préparait l'interview d'Abdel Malik qui était un vendeur de roses. Comme n'importe qui en fait. Bien sûr, vraiment, clairement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mec qui arrive avec une histoire que vous maîtrisez plus ou moins. Et vous allez avoir, on va dire, 45 minutes en face de ce type-là pour mettre en perspective son parcours, tirer le plus d'informations possible sur un sujet précis, en tout cas avoir ses lumières sur un sujet précis. Et surtout, en fait, bon, l'image n'est peut-être pas très belle, hein, mais aller jusqu'au bout de cette personne-là. C'est-à-dire, je pense que la pire chose, hein, peut-être que ça, vous l'avez expérimenté aussi, mais c'est de ressortir dans l'interview avec des questions qu'on a oublié de poser. Ça, c'est vraiment la pire des choses, quoi. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer avant. Il faut bien se préparer. Vraiment, tout réside dans la préparation. Complètement. Complète. S'il faut ne pas dormir les 2 jours avant, s'il faut lire les 15 livres que la personne a écrits. Il faut s'investir à 100%. Il faut s'investir à 100%. Et que ce soit pour le PR ou que ce soit, enfin pour le futur PR, pour le coup, ou que ce soit pour un vendeur de roses. Exactement. La complexité du sujet fera qu'il faut s'y préparer. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de sortir dans l'interview et ne pas avoir... dire « Ah mince, j'aurais pu poser cette question ». Enfin, pour moi, c'est... Mais c'est compliqué parce que pareil, enfin, je veux dire, quand on est candidat à la présidentielle, on est en quelque sorte formaté. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Est-ce qu'il y a vraiment une authenticité quand même dans le propos ? Dans tous les cas, les gens vous diront ce qu'ils ont envie de vous dire. À part clair. si vous tombez sur une pipelette qui... il y en a de moins en moins des pipelettes à l'heure des réseaux sociaux. Puis surtout à ce niveau-là, je veux dire. Bien sûr, oui. Voilà, ouais. Il y a être une pipelette et il y a être quelqu'un d'extrêmement complet dans ses réponses. Je l'ai trouvé extrêmement complet dans ses réponses. J'ai eu à interviewer d'autres hommes politiques. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être en face de vous, être extrêmement fermés. Oui. Et là, je pense, c'est la pire des choses parce que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au fond de cette personne-là. Il y a aussi des interviews que j'ai faites que je n'ai pas sorties parce que la personne était fermée, en fait. Et que je n'ai pas réussi à ouvrir cette personne-là. Elle n'a pas réussi à donner des réponses, donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est un vrai exercice, en tout cas. Oui, c'est un vrai exercice. C'est un vrai exercice. Ça peut être un combat de boxe, comme ça peut être une danse, mais ça reste du mouvement, en fait. Et vous pensez que les réponses que vous donne une personne reflètent qui elle est vraiment, au fond ? Alors, elle reflète qui elle est vraiment, mais je pense qu'il y a un truc qui est vraiment capital, c'est la manière avec laquelle elle vous délivre ses réponses. Déjà, si elle commence à vous dire c'est une très bonne question, c'est dans la plupart du temps, elle n'a pas la réponse à la question. Ouh, vous l'avez fait au début de notre interview, lorsque je vous vous ai posé la question du pourquoi. Peut-être pas la réponse, hein, c'est D'accord. Et c'est marrant de voir comment les gens vous répondent. Et une réponse qui est textuellement identique peut être délivrée de manière différente. Et on peut percevoir deux messages complètement même opposés des fois. Et qu'est-ce que vous avez appris grâce à l'environnement dans lequel vous avez grandi et qui vous sert dans ce que vous faites aujourd'hui ? La justesse. Je m'explique. Ne pas être
dans le manichéisme, en fait. C'est-à-dire que les gens sont jamais complètement mauvais, ils sont jamais complètement bons. Toujours c'est être dans pas la tout blanc nuance. ou tout noir. Voilà, c'est ça. Il faut toujours être juste sur les gens, ne jamais avoir le jugement arrêté. Enfin, moi, je pense que mon père et ma mère m'ont vraiment enseigné ça. Mais vraiment, voilà, d'aller jusqu'au bout des choses à chaque fois. Et de faire peu mais bien. Je sais qu'on a beaucoup de jeunes étudiants qui écoutent le Manal Show et qui viennent d'horizons très différents. Certains d'entre eux aimeraient justement créer leur propre média sous différentes formes, que ce soit un magazine, un podcast ou même une chaîne YouTube. Quels conseils vous pouvez leur donner pour les aider à se lancer ? Moi, peut-être un conseil qui m'a servi, c'est de faire quelque chose, de se lancer sur un projet en étant totalement sincère dans sa démarche. En ayant l'humilité de savoir est-ce que ce que je fais me correspond. Après, c'est vrai, ça fait très développement personnel et tout, mais je pense que c'est important pour ne pas se retrouver pris à défaut au bout de 2-3 mois et de se dire, bah mince, c'est pas ce que j'avais envie de faire, et d'être déjà empêtré jusqu'au cou dans un projet qu'on ne peut plus gérer. Et ne pas faire les choses parce que c'est tendance ou c'est à la mode ou parce que tout le monde le fait. Faire les parce que choses vous qu'on a envie subissez, en de fait. faire. Ouais. C'est exactement, vous subissez. Vous subissez parce que ça relève pas de vous, en fait. Ça relève pas de vous, ça relève de la tendance, de la mode. Et c'est des codes, en fait, que vous devez intérioriser. Et le temps que vous les intériorisez, il y en a d'autres qui se créent. Enfin, les tendances et tout. Donc, c'est assez compliqué. Mais juste, voilà, avoir l'humilité de se dire que prendre le temps de bien maturer le projet, personne ne vous attend, il faut partir de ce principe-là. Et ça vous laisse le temps de faire les choses de manière réfléchie, posée. Et surtout, de ne laisser personne vous dire que le projet n'est pas le bon, en fait. Et j'aime bien aussi, oui, cette phrase « personne ne vous attend ». C'est vrai. Finalement, quand on crée quelque chose, quand on lance un projet, on se met une pression monstre, alors qu'on n'a pas encore le public, on n'a pas encore la communauté. Donc personne ne nous attend. Et tu peux prendre le temps de bien maturer ton projet, de bien réfléchir, de bien, on va dire, anticiper les failles. Mais il y a aussi un autre côté des choses qui peut se passer, c'est qu'à trop vouloir anticiper, à trop vouloir ne pas prendre de risques, ne pas y aller, on s'interdit de faire des choses. Clairement, et je rejoins là-dessus. C'est comme un match de boxe, c'est comme une campagne présidentielle, c'est comme l'ouverture d'un restaurant, c'est avoir cette faculté à anticiper ce qu'on peut anticiper. Après, le reste vous tombera sur la figure et vous ferez avec sur le moment. Vous devrez dealer avec. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Abiola d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. Okay. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je prie. Quelle personne admirez-vous le plus ? Mes parents. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? L'art de la victoire, donc qui est la traduction de Shoes Dog, le créateur de Nike. Quel animal vous représente le mieux ? Le chat, peut-être. Quelle application utilisez-vous le plus ? Google Mail. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Très récemment, je me suis découvert une passion pour la ville dans laquelle habitent mes parents. Laquelle ? Savigny-le-Temple, dans 77. Parce que c'est une bourgade et du coup, ça permet de couper avec Paris. Quel est votre film ou documentaire préféré ? Mon film préféré, je pense que c'est Fight Club. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? La procrastination. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres ? Les choses que je fais moi-même, en fait. Quand on voit trop un défaut chez les autres, c'est quelque chose qu'on a, en fait. Quelle est votre Madeleine de Proust ? Quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance ? Moi, c'est les dessins animés, je crois. Enfin, même si c'est pas un objet en soi, je regardais les mêmes dessins animés que je regardais quand j'avais même pas 10 ans, quoi. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain ? En ce moment, le sport, je dirais. Si vous pouviez inviter la personne de votre choix à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Peut-être une personne comme, je sais pas moi, Oprah Winfrey. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? La curiosité, je pense. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Le fait de remettre au lendemain les choses que je peux faire aujourd'hui. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je lis. Merci beaucoup Abiola d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors comment ça s'est passé, les questions rafales ? Déjà c'est moi qui vous remercie. Et les questions rafales, pour le coup c'était vraiment des rafales. Et d'ailleurs j'aimerais revenir sur l'une d'entre elles. Quel dessin animé vous aimiez regarder quand vous étiez enfant ?
Ah ouais, non, c'est ça qui a détruit ma carrière. Non, mais et Arnold, Bob l'éponge, les trucs de gogol en fait. Tous les trucs de con, Non, moi j'adore pourquoi les en fait. trucs de Google? Non, mais en fait, j'ai aussi quelques potes qui adorent les dessins animés un peu comme ça. Mais moi, je sais que voilà, j'ai pas mal de potes qui sont vraiment manga et tout. Moi, je regarde pas. C'était vraiment les trucs de con que je regardais, genre et Arnold ou Bob l'éponge, les trucs en fait qui se laissent regarder mais qui n'ont aucun sens. C'était C'est la le seul belle, moment où la belle tu époque, ça. Ouais, c'est le seul moment où tu te déconnectes en fait. Allez, je vais me lancer, mais je regardais un épisode de Bob l'éponge, celui d'hier, où en fait Bob, il était parti de son boulot, donc il travaille au Crabe Croustillant. Il est parti de son boulot parce que en gros, comment ça s'appelle, Krabs, il voulait pas lui reconnaître une compétence ou un truc tout con, et il est parti. Il a lancé son propre restaurant et genre il a tué tout le business en fait. Bah franchement, Il avait- est super ambitieux, Bob. Il avait toutes les On le voit compétences. pas ça, nous, quand on est enfant. Voilà. Et Krabs, en fait, pendant tout l'épisode, il se tire les cheveux pour essayer de le récupérer et tout. Mais c'est tout con parce qu'en fait, tu dis, ça n'a pas de sens. Le mec qui, en épisode, crée son resto. On a un autre regard quand on est adulte et finalement, Bien on sûr, peut ouais. trouver de l'inspiration même dans Exact. Bob l'éponge. Bien sûr, ouais, c'est ça. Non, mais oui, vraiment, dans les trucs tout con. Enfin, moi, l'inspiration, je pense que je la trouve partout. En tout cas, merci beaucoup, C'est moi qui Abiola. vous remercie. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci pour vos précieux conseils. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver? Sur internet, sur argo.fr Bien ou sûr. sur les réseaux sociaux. D'accord, très bien. Bien sûr, moi je partage toutes les références sur notre site lemanalshow.com. Sur vous, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il me semble que vous êtes très discret quand même sur les réseaux sociaux et sur Internet de manière générale. J'essaie. Pourquoi? Les réseaux, c'est la place du village, quoi. Enfin, il faut que ce qui tombe sur les réseaux reste sur les réseaux. Et vous voyez très bien, il y a des lynchages qui sont faits en 48 heures de personnes, des tribunaux populaires, en fait. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants de l'histoire. Cette personne-là est jetée au chien, 48 heures après, tout le monde l'oublie. Il y a des rumeurs, c'est vraiment quelque chose de très... Enfin, c'est flippant. C'est flippant. En tout cas, parce que vous êtes discret sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale, je vous remercie encore plus d'avoir accepté cet entretien dans le C'est moi Manal qui vous Show. remercie. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Abiola. Je Merci. vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Je vous remercie. Et réciproquement. Salut Myriam. Hello Manal. Alors aujourd'hui, on va parler de méditation, c'est bien ça? Exactement, on va apprendre à apprivoiser la solitude grâce au coach en méditation Trevor Wettman. Alors, si je parle du lieu commun, qui est qu'on vit à 100 à l'heure et qu'on laisse peu de place au silence, vous allez me dire, oui Myriam, on le sait bien. Et que ce soit les sollicitations quotidiennes ou le brouhaha de notre esprit, on a le plus souvent vraiment du mal à gérer l'ennui et à faire la paix avec le calme et la solitude. Résultat, on passe souvent à côté de moments déterminants de notre vie. Et quand je dis moments déterminants, je parle de bons ou de mauvais moments qu'on a parfois du mal à assimiler. C'est vrai, j'ai même l'impression qu'on manque de solitude dans nos vies. On ne s'accorde pas en fait ces moments de solitude, ces moments seuls. Complètement. D'ailleurs, Trevor Wettman parle de disette de solitude. Et d'ailleurs, le problème est là. On est complètement dans ce manque de solitude parce que on le fuit. On le fuit parce qu'on sait qu'être seul, ça implique de se confronter à nous-mêmes et parfois que ça génère un espèce de sentiment d'isolation. Et en effet, il y a une différence entre être isolé et se retrouver seul un moment. C'est un choix en fait délibéré qu'on fait quand on décide de s'accorder un moment seul. Exactement. Alors pour rentrer dans le détail, être isolé, c'est être exclu, c'est être séparé des autres. Voilà. La solitude, lorsqu'elle est momentanée, peut être vraiment un repli bénéfique. Il faut donc bien comprendre que la solitude n'est pas nécessairement l'absence de relation, de but ou de sens à notre vie, mais qu'elle peut au contraire nous permettre de retrouver le chemin qui mène à nos objectifs et à nos aspirations. Et pour retrouver ce chemin, il faut se reconnecter, se rebrancher. Alors quel est le conseil principal que Trevor Wettman partage avec nous? Alors, premier conseil qui va peut-être vous faire un peu grincer des dents, s'accorder 2 heures de silence et de réflexion, de calme par jour. 2 heures. 2 heures, je sais. Ça paraît énorme. Ça paraît très long, en effet, mais c'est complètement rentable parce que c'est un investissement à long terme. Car le temps que vous prendrez pour vous recentrer sur vous-même vous permettra ensuite d'y voir plus clair et de faire des choix plus rapides et plus efficaces.
Par exemple, quand on est sur Netflix, on traîne beaucoup. Là, bizarrement, les 2 heures ne nous paraissent pas si énormes que ça. Exactement. On a l'impression qu'on ne perd pas de temps alors qu'on en perd énormément. Je vais prendre par exemple l'exemple de la série du moment, Casa del Papel. Il faut savoir que chaque épisode dure plus d'1 heure. Vous imaginez le temps que vous pourriez passer à méditer plutôt que de regarder 3 épisodes de Casa del Papel. Bon, je vous dis pas d'arrêter de regarder des séries, mais de binge-watcher, voilà. Si on peut limiter ça pour passer plutôt à la méditation, c'est une bonne chose. C'est vrai que on passe beaucoup trop de temps sur Internet. C'est un fait. C'est le cas de le dire, Manal. Il faut savoir qu'en France, 36% des 25-39 ans passent plus de 21 heures par semaine sur le net et qu'outre-Atlantique, c'est 8 heures par jour sur les PC. Et il faut savoir que si on perd autant de temps aussi, c'est aussi parce que nos activités solitaires ne sont pas structurées. Par exemple, vous voulez jouer à la play en solo, le faites pas 1 heure. Planifiez-vous cette activité de loisir. Pareil, vous voulez passer du temps sur YouTube, ne le faites pas jusqu'à minuit. Dites-vous, je me fais ma petite playlist détente avant d'aller me coucher et puis après, je vais vraiment me coucher. Tout ça pour vous dire qu'au final, pour transformer la solitude en un état bénéfique, il faut dans un premier temps changer son regard sur la solitude et sur l'ennui, très important, faire de l'ennui une source de plaisir, oui, un moment pour méditer et ne pas avoir peur de l'inactivité et du vide. Profitez de ce moment pour être votre propre ami, prenez du temps pour vous, écoutez-vous et conseillez-vous. Écoute, merci beaucoup Myriam, et figure-toi que justement, j'ai réalisé un épisode très récemment, l'épisode 50, sur la méditation qu'on appelle la méditation de pleine conscience, avec mon invitée Betsy Paraïl-Pézard, que je vous invite à écouter justement, parce qu'on a partagé plein de conseils pratiques pour pratiquer la méditation et justement s'accorder ces moments de solitude. Donc merci beaucoup. Et en plus, on peut évidemment regarder la conférence de Trevor Veltman, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de cette conférence ? Transformer la solitude. Transformer la solitude. Donc, je mets la référence dans l'article qui accompagne ce podcast sur lemanalshow.com/podcast. D'ailleurs, petit rappel, vous trouvez toutes les références citées dans cet épisode dans cet article. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous. Et je te dis à très vite. À très vite. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les 3 conseils à retenir de mon entretien avec Abiola Obaorin. Conseil numéro 1, soyez sincère dans ce que vous faites. Ce sont les mots prononcés par Abiola Obaorin qui ont fait écho à mon propre parcours, car au-delà de ce que vous pouvez percevoir dans ce podcast, mon expérience dans l'univers des médias est assez large, et ce que j'ai pu expérimenter à titre personnel m'a poussé à faire des choix, parfois difficiles, pour rester en cohérence avec qui je suis. Identifiez vos valeurs, celles qui sont les plus importantes pour vous, et posez-vous la question de savoir pourquoi vous faites les choses. Ne vous lancez pas dans un projet parce que c'est à la mode ou parce que ça fait plaisir à quelqu'un d'autre. Faites-le parce que vous en avez réellement envie. Conseil numéro 2, ayez l'audace de sortir des cases. Ce que je reproche aujourd'hui aux médias traditionnels, c'est de proposer toujours les mêmes sujets avec les mêmes personnes et les mêmes points de vue. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai limité le temps passé devant ma télé et je sais que vous êtes nombreux à faire ce qu'on appelle une diète médiatique. La société change, les gens voyagent de plus en plus et Internet a ouvert une fenêtre sur le monde qui nous donne accès à d'autres modes de pensée. Il n'y a plus de normes. Ce qui est marginal aujourd'hui sera sûrement accepté et intégré dans le monde de demain. Alors ne vous limitez pas à ce que vous avez appris. Ayez l'audace d'aller plus loin, de sortir des cases, osez entreprendre des choses complètement différentes de ce que vous avez l'habitude de voir. Et enfin, conseil numéro 3, entretenez votre réseau. Ce n'est pas un gros mot, le réseau est un élément important qui peut vous ouvrir des portes et vous aider à réaliser vos plus grands projets. Moi je pars du principe que dans la vie on n'y arrive jamais seul. Donc je pense qu'il faut apprendre à se créer un réseau à l'image de ce que l'on souhaite apporter dans ce monde, avec des valeurs et une éthique, et c'est totalement compatible. D'ailleurs j'ai créé le groupe privé sur Facebook qui s'appelle le Club pour vous permettre d'échanger et de faire connaissance avec les autres auditeurs du Manal Show, parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes dans la même démarche, donc vous partagez déjà plein de points communs. N'hésitez pas à solliciter les membres du club, à organiser des événements entre vous, à mettre en relation des personnes qui pourraient s'apporter des choses positives. Et d'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre le club, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Soyez actifs et n'oubliez pas que toutes vos relations sont basées sur l'échange, la communication et la confiance. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de 2 façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple Podcast pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité.
La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!